Aujourd'hui, nous sommes lundi 15 mars 2021. Fidèles téléspectateurs de Télé, bonjour, bienvenue à ce 13h. Le gouvernement béninois a réceptionné le mercredi 10 mars 2021 un important lot de vaccins contre la Covid-19. Vous suivrez dans cette édition les appréciations des citoyens de Parakou à ce sujet. Vous suivrez également dans cette édition le compte rendu des différents plateaux de votre émission Dimanche, c'est politique. Et puis en interactualité, les chefs religieux de Xinjiang ont répondu aux allégations de persécution dans la région autonome chinoise. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à Urumqi. Les détails dans un instant. Merci de nous préférer pour vous informer. Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, le gouvernement béninois a réceptionné ce mercredi 10 mars 2021 via l'opération COVAS un important lot de vaccins. Une démarche appréciée par les citoyens de la ville de Parakou qui saluent le dynamisme du gouvernement en la matière. On les suit au micro de Isaac Adjé. Tout d'abord, on doit pouvoir saluer le gouvernement du président Patrice Talon, qui est l'un des premiers à avoir accès à cette dose de vaccin pour prévenir sa population. Même si on a reçu cette dose que je crois que sera vraiment axée d'abord pour les personnels soignants et autres qui sont vraiment en contact direct avec les malades actuellement enregistrés dans notre pays, il va falloir qu'on continue la sensibilisation, qu'on puisse continuer ce travail-là pour qu'on aille vers les marchés, vers les écoles, pour que vraiment ce mal puisse diminuer. Maintenant, on a trouvé des vaccins très bons. Moi, je ne veux pas mourir. On a qu'à amener le vaccin là, nous, on va faire ça. Si d'autres ont refusé, moi, je ne suis pas prêt à mourir d'abord. Donc, le gouvernement n'a qu'à nous aider beaucoup. Parce que la maladie là, on ne connaît pas riche, ça ne connaît pas pauvre. C'est une maladie qu'on ne sait pas là où ça va s'arrêter. Donc, c'est une bonne initiative du gouvernement de Talon. Et surtout, je prie le gouvernement du président Patrice Talon, après l'effort d'avoir eu ces vaccins-là, nous allons vers une élection sensible. Nous allons vers une élection où les populations seront en contact mutuel les uns les autres. Il va falloir que ce travail soit fait avec les politiciens pour qu'on puisse partager les cache-nez, les lave-mains et autres là, pour que cette mesure préventive des vaccins puisse avoir son sens, surtout que c'est quand même limité à une certaine couche de la population béninoise qui est quand même à risque. Déjà, je pense que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, cette pandémie a beaucoup impacté le monde, sur plusieurs plans d'ailleurs, et dans beaucoup de pays de la sous-région déjà, les gens qui ont commencé les vaccins. Il faut apprécier à sa juste valeur l'effort qui est fait par le gouvernement et nous allons les exhorter à continuer, toujours dans le même souci de venir en aide à sa population. Maintenant, la question est quand est-ce que les prochaines vagues viendront, parce qu'il ne faut pas vacciner certains et oublier certaines autres personnes. C'est déjà bien, un pas vaut mieux que zéro. L'appel à la population, c'est qu'elle soit prête à recevoir ces doses-là quand on va vouloir leur donner. On va appeler la population à avoir confiance au gouvernement, au ministère de la Santé qui n'ont aucun intérêt à nous rendre malades. Au contraire, ils ont besoin de nous en bonne santé pour pouvoir participer à la construction de notre pays comme c'est le cas actuellement. Donc je demande à la population d'être prête et surtout de continuer par se prévenir, d'être à l'écoute des appels incessants des gouvernants pour que vraiment le cache-nez, ça ne coûte rien. C'est pour nous, ce n'est pas pour la tête du président Patrice Talon, ce n'est pas pour la tête du ministre de la Santé, c'est pour notre propre santé et je espère que les populations vont comprendre et aller dans cette dynamique pour que vraiment la santé soit au Bénin et que les partenaires qui nous ont eu confiance au Bénin, en donnant ces vaccins au Bénin, soient fiers de la manière que nous allons quand même gérer ces vaccins dans notre pays. Le coordonnateur national du Front d'Action pour la continuité FAC, accompagné d'une forte délégation, était ce samedi 13 mars 2021 au contact de ces militants du littoral. L'objectif est de les remobiliser afin de faire de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 un moment festif avec la participation de plus de 110% de la population. On suit le compte rendu d'Aziza Chamou.
Les militants du Front d'Action pour la continuité du littoral, en communion aux côtés du coordonnateur national du mouvement Salimane Karimou, pour un seul objectif, peaufiner les stratégies afin de ratisser large au soir de la présidentielle du 11 avril 2021. Après avoir fait le point de l'installation des coordinations du FAC dans le littoral et suivi de la présentation de la plateforme de ce creuset politique, les délégués et militants ont réaffirmé leur entière disponibilité au coordonnateur national dans l'atteinte des objectifs fixés au préalable. Permettez-moi, monsieur le coordonnateur national, honorables invités ici présents, de vous dire qu'au niveau du département du littoral, le bureau départemental du Front d'Action pour la continuité, à travers ses coordonnateurs, a pu installer les bureaux communaux, les bureaux des 13 arrondissements, ainsi que ceux des quartiers de ville. C'est le lieu ici de remercier le coordonnateur départemental et son staff qui ont mis les petits plats dans les grands afin qu'un tel résultat soit obtenu, car ceci n'a pas été sans difficulté. Longue vie au Front d'Action pour la continuité, sérénité et confiance pour l'échéance présidentielle prochaine. C'est aussi l'occasion pour le ministre Salimane Karimou, coordonnateur national du Front d'Action pour la continuité, de revenir sur les objectifs fixés en créant ce front. L'occasion qui nous réunit est propice pour que nous puissions nous rappeler ces différentes attributions et également nous préparer, et mieux nous préparer s'agissant de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le Front d'Action pour la continuité est un mouvement politique. Il est né de la fusion de plusieurs mouvements politiques, essentiellement animés par les enseignants de la maternelle du primaire, bien sûr, auxquels s'ajoutent les autres enseignants des autres ordres d'enseignement, y compris les non-enseignants. Œuvrer efficacement pour optimiser la dynamique unitaire ouverte depuis le 12 septembre 2016, le Front d'Action pour la continuité est résolument engagé dans cette optique et entend contribuer à hauteur d'un suffrage élevé. L'analyse a abouti au fait que, sur 2 élections consécutives, le taux de participation a été des plus faibles jamais connus dans l'histoire de notre renouveau démocratique. Qui en est responsable, on ne cherche pas. Mais on veut s'assurer que la prochaine fois, ce serait la bonne manière. Et nous sommes dit, nous allons nous fixer comme objectif à atteindre l'amélioration des taux de participation à hauteur de 70% au moins. Parce que nous avons l'assurance que notre candidat passera, mais dans l'élégance. C'est ça notre objectif. Et nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, depuis 6 mois, nous travaillons pour ça. Que presque tout le monde aujourd'hui rejoint le FAC dans cet objectif. Au regard de l'enjeu, toutes les parties prenantes ont réaffirmé à l'unisson leur détermination en vue d'une large adhésion des partisans encore indécis. Ils ont par ailleurs promis également œuvrer inlassablement pour la préservation de la paix pendant et après l'échéance de la présidentielle. L'école de stylisme, de modélisme Yesmaol Design International met sur le marché de l'emploi 119 professionnels de mode. C'est à la faveur d'une cérémonie de remise de parchemin qui a eu lieu ce samedi 13 mars 2021. Ce sont des lauréats des 6e et 7e promotions. Stanislas Atadéan. Ils sont au total 119 stylistes issus de l'école de stylisme modélisme Yesmaol Design International à recevoir le parchemin. Cela fait suite à une formation professionnelle de 24 mois rigoureusement suivie en théorie qu'en pratique par ses récipiendaires. Et pour démontrer leur talent, ces impétrants de la 6e et 7e promotion ont confectionné diverses tenues valorisées par des mannequins. Yesmaol Design International est la première école de stylisme modéliste où nous formons les étudiants sur les basiques de la couture qui leur permet de faire toute coupe, même si la coupe est actuelle,
Parce que toute coupe vient déjà du basique. Contrairement à l'atelier où tu ne sais que faire ce que ton patron a fait une fois devant toi, l'école te permet d'avoir les basiques, que ce soit en dame ou en homme. Et c'est ça qu'on appelle la silhouette. Si tu peux lire la silhouette, tu peux passer à la coupe. Ce qu'ils ont créé, c'est eux-mêmes, par le défilé. Parce que déjà, Yes Maol disait, à 3 mois de formation, tu sais déjà coudre une jupe et une chemise et tu ouvres déjà ta page de clientèle. Les heureux du jour ont remercié les responsables de l'école pour la qualité de la formation reçue et ont promis ne pas les décevoir quant à l'application des enseignements. Je suis vraiment contente pour ce jour que Dieu m'a accordé d'avoir mon diplôme. Yes Maol m'a vraiment appris. C'est une grande joie d'être styliste, puis de voir ces mannequins, d'habiller des mannequins, les voir défiler. Ça fait 4 mois de formation, ce que ça a donné, c'est aussi quelque chose qui nous rend fiers, quoi. On est fiers de nous-mêmes. Ernest Guillaume Sossou, parrain de l'événement, a félicité les récipiendaires ainsi que leurs parents qui n'ont ménagé aucun effort pour les accompagner tout au long de leur formation. Il a également rassuré de l'entière disponibilité du gouvernement à accompagner les actions de Yes Maol Design International. À travers la présente cérémonie, vous faites la preuve que votre centre de formation est un pôle majeur de formation et d'excellence et que les parents ainsi que les jeunes béninois peuvent et doivent faire confiance. La nation béninoise vous le revaudra au-delà de vos espérances. Ce faisant, vous avez ainsi répondu à l'appel du président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui nous invite à construire aujourd'hui les succès de demain. Aux heureux récipiendaires, je voudrais adresser toutes mes félicitations pour avoir tenu le challenge de l'assiduité, de la réceptivité et de l'application. Située au Bénin et au Togo, l'école de stylisme modélisme Yes Maol Design International œuvre depuis 2010 pour le rayonnement du secteur de la mode à travers la formation des jeunes. Voilà, on va à présent suivre le point de l'écho des plateaux et puis on revient après. Le plateau du duel de ce dimanche 14 mars a reçu comme invité Moussa Diarra Soumanou, journaliste indépendant, et Antoine Adoukonou du Bloc républicain. 3 thèmes liés à l'actualité sociopolitique nationale ont été passés en revue. L'assignation de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, par les enfants de l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Mouyaïdou Soumanou, l'arrestation de la compatriote Rekiat Madougou, l'opposition qui crie à l'acharnement politique. Ce sont entre autres les principaux thèmes autour desquels les invités du plateau du duel se sont prononcés. S'agissant du premier sujet abordé, les avis varient selon la posture et la coloration des vis-à-vis. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de démocratie. Chacun est libre vraiment de porter des opinions. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse interdire à un citoyen lambda de pouvoir vaquer à ses occupations, de pouvoir se déplacer comme bon lui semble. Voyez-vous, ce n'est pas parce que c'est un ancien chef d'État qu'on va voir dans ces déplacements des velléités de soulèvement ou autres. Je pense que c'est un acharnement contre la personne du président Boni Yayi. Personne n'a interpellé le président Yayi Boni ou parlé de lui parce que d'une manière ou d'une autre, ce que moi j'ai cru lire dans certains journaux en ligne comme sur papier, c'est que le président Yayi Boni aurait, dans des conclaves secrètes dans sa ville de Save et autres, tenu des propos très graves à la quiétude et à la sécurité de la population. Et ça disait quoi? Voilà, j'ai cru lire que le président Yayi Boni aurait réuni des imams et un certain nombre de sages en leur disant que ils doivent imiter l'exemple malien, que lorsque s'ils lisent bien leur Coran, qu'ils peuvent faire partie le président en exercice. Si les faits tels que décrits dans ces journaux
sont vérifiés. Le président Yahi Boni est dans un mauvais rôle. Il est reproché à l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Mouyedou Soumanou. Le sujet a également été l'objet de débats au cours du duel. C'est un ouvrage public qui est sorti, que moi j'ai lu. Ok, donc si j'apportais cet ouvrage-là sur ce plateau et que j'ouvre une page, que je me mets à lire la page, ça veut dire que c'est une diffamation. Nicéphore Soglo n'a fait que lire, d'accord, des pages du livre, d'accord. Je ne suis pas un héros de façon publique, c'est tout. Il n'a rien fait de mal. Est-ce que dans la plainte, on vous a dit que c'est parce que Soglo a lu un document que ce n'est que rien pour ça? Non, ils ont parlé de diffamation. Oui, donc qu'est-ce qu'ils ont mis dans ça comme diffamation? Vous ne savez pas. Donc, laissez le juge aller au bout de son travail. Vous savez que le président Soglo est une grande personnalité. Tel qu'il se comporte aujourd'hui, je les classe beaucoup plus dans les hommes politiques de l'opposition que des anciens présidents. Pour moi, Yahi Boni et le président Soglo, aujourd'hui, ne sont pas dans le rôle d'anciens présidents de la République. Ils sont dans le rôle de leader de l'opposition. Parce qu'un ancien président de la République doit pouvoir quand même avoir de la retenue. L'appréciation de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique sur l'évolution du processus électoral et bien d'autres sujets ayant marqué l'actualité nationale ont été d'autres sujets qui ont retenu l'attention des débatteurs en fin d'émission. Dr Patrick Henou, sociologue politiste, est l'invité d'Angèle Touboula sur l'entretien de ce dimanche 14 mars 2021. Pendant une heure d'horloge, le rôle des médias en période électorale a été passé au peigne fin. Karine Adeni pour Le Point. Rôle des médias en période électorale, c'est autour de ce thème que les échanges ont été menés au cours de l'entretien de ce dimanche 14 mars 2021. Pour le sociologue politiste Dr Patrick Henou, les médias constituent le quatrième pouvoir et jouent un grand rôle dans le développement d'une nation. Et ce rôle est plus accentué dans un contexte démocratique, même si parfois les médias vivent leur liberté au point de passer à côté des règles éthiques et déontologiques qui gouvernent le secteur. Le journaliste, en réalité, doit veiller à l'impartialité, doit rechercher la vérité et à diversifier ses sources de manière à procéder au croisement d'informations. Mais il y en a qui le font vraiment en ayant le regard fixé sur ces directives. Mais dans le même temps, il se trouve que dans la corporation, on observe des professionnels des médias, entre griffes, et qui passent à côté de ces exigences. Et c'est justement pour ces raisons que vous avez l'ODEM, et de l'autre côté, vous avez la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui joue également un rôle, vraiment un rôle régulateur. En cette période électorale, les déviances des médias doivent être évitées pour le bonheur des citoyens. Et pour y arriver, l'invité estime qu'une formation des journalistes s'impose. Aussi, l'État est appelé à jouer sa partition pour que la profession journalistique soit préservée au Bénin. Il faut que les journalistes soient formés. Parce que lorsqu'on n'est pas formé, lorsqu'on n'est pas constamment formé, on peut passer à côté de l'essentiel à des moments donnés. Les chapelles politiques existent et la tentation est grande pour les journalistes. Il faut, dans ce cas de figure, qu'ils soient mis à l'abri du besoin et pour continuer à jouer efficacement leur rôle et ne pas se laisser tenter, n'est-ce pas, par la corruption, par l'affairisme. Les journalistes eux-mêmes, lorsqu'ils sont bien formés, puissent procéder à l'autorégulation, à l'autocensure. Parce que, avant de publier, le réflexe journalistique recommande la vérification de l'information. De l'autre côté, il est important que les journalistes aient la possibilité de regarder en face les sanctions qu'ils encourent. Parce que leur rôle devient encore plus sensible en période électorale. En ce qui concerne les réactions observées dans le camp de l'opposition en cette veille de l'élection présidentielle, Dr Patrick Henou pense que la recherche de la paix passe par le consensus. Dans un état de droit, les mécontents devraient en principe se référer aux institutions en vigueur pour que chacun puisse être fixé sur son sort. L'état de droit veut que les tests qu'on s'est donnés soient appliqués
jusqu'à leur terme et pour qu'on fasse l'évaluation nécessaire pour procéder éventuellement au réajustement. Dans tous les cas, la démocratie reste la loi de la majorité, mais au même moment, il est important que la majorité, de temps en temps, s'ouvre aux minorités. Nous devons retourner aux fondamentaux de notre démocratie. Et quand je parle de fondamentaux, c'est aussi la recherche du consensus. C'est la recherche du dialogue. Il n'y a aucune raison qui pourrait justifier le boycott des institutions. Aucune situation ne saurait justifier dans un état de droit. Les politiques, toutes tendances confondues, sont invités à adopter des comportements de paix pour que la présidentielle d'avril 2021 se déroule sans anicroche. Ordre des professionnels des médias, c'est la solution du consultant politique pour pallier les problèmes de la presse béninoise. Les détails de sa réflexion avec Mao Fabiola Boussari. Au regard de l'ouverture des moyens d'information et de communication à tous citoyens, notamment les réseaux sociaux, où les règles élémentaires de journalisme ne sont point respectées, mais aussi et surtout face à l'impuissance des faits tiers de la presse, le consultant politique pense qu'il faut aller vers un ordre des professionnels des médias. On a deux faits tiers qui semblent déconnectés, dépassés. Le CNPA Bénin tout récemment a dû organiser une table ronde. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une prise de conscience au niveau des patronats. La présidente de l'UPMB, elle est au moulin, mais est-ce que l'UPMB tel que rêvé, pensé en 2002-2003, doit fonctionner de la même manière aujourd'hui? Voilà des questions. Est-ce qu'il n'est pas question de penser à aller vers un ordre? Avant, la profession était protégée. Aujourd'hui, tout le monde est potentiellement journaliste. Tout le monde publie l'information. Tout le monde publie des photos. Alors que rien que des photos avant, pour vous l'amener devant un tribunal. Aujourd'hui, tout le monde publie toutes sortes de photos, toutes sortes de déclarations, toutes sortes de messages. Il n'y a plus d'autocensure, il n'y a plus de responsabilité dans la publication. On n'a pas besoin d'attendre que la France aille vers l'ordre, l'Allemagne aille vers l'ordre, que les États-Unis aillent vers l'ordre avant que l'Afrique ou le Bénin n'y pense. Il appartient donc au Bénin d'innover, mais quelle sera la position de l'ordre par rapport à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication? Ça n'enlèvera rien, pas grand-chose à la HAC, mais ça va compléter le travail de la HAC et faire en sorte que l'ordre et la HAC puissent travailler la main dans la main pour savoir qui est dans la profession. La régulation des médias et des réseaux sociaux doit pouvoir se faire de la manière la plus urgente et la plus diligente qu'il soit. Parce que là également, il y a trop de choses à dire par là et nous ne sommes pas suffisamment outillés du point de vue intellectuel et du point de vue discernement pour faire face aux dérives qui peuvent éventuellement découler de cela. Agapit Napoléon Maforican reconnaît que le développement des médias pourrait passer par la création des grandes entreprises de presse, mais fait savoir qu'il est difficile au Bénin d'avoir de grands regroupements. Le processus électoral en cours n'a pas été occulté au cours de ce décryptage. L'analyse du consultant politique n'a point varié. Force doit rester à la loi. Un vibrant hommage a été rendu à Monseigneur Isidore de Souza, dont le 22e anniversaire de décès a été célébré samedi 13 mars 2021. Direction la Chine, les questions concernant le système électoral de Hong Kong et ses relations avec la partie continentale de Chine ont été mises en évidence dans les propositions du 14e plan quinquennal de la Chine. Les hauts responsables de Hong Kong ont réagi positivement par rapport aux propositions. Voici les détails. La Chine annonce que les propositions pour le 14e plan quinquennal soutiennent la poursuite de l'intégration de Hong Kong et de Macao dans le développement du pays, ainsi que le développement de haute qualité de la région de la Grande Baie. Le document souligne l'importance d'optimiser les politiques et les mesures pour faciliter le développement des résidents de Hong Kong et de Macao sur le continent. Il appelle à renforcer la conscience nationale et le patriotisme à Hong Kong et à Macao et à empêcher et contenir les forces extérieures d'interférer dans les affaires de Hong Kong et de Macao. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré vendredi que le gouvernement de la région administrative spéciale accueillait et soutenait les propositions du gouvernement central concernant le 14e plan quinquennal pour la RAS. La secrétaire à la justice, Teresa Chang Yokwa, a écrit samedi sur son blog que le département de la justice était déterminé à tirer parti des opportunités offertes par le développement de la nation et qu'il participerait activement au 14e plan quinquennal. Le secrétaire financier de la RAS, Paul Chan Mopo, a déclaré que le dernier plan de développement du pays apportera à Hong Kong de nouveaux espoirs dans l'expansion de ses marchés nationaux et étrangers,
ainsi que dans la stimulation de l'industrie de l'innovation et de la technologie. Au cours des 5 dernières années, la région administrative spéciale de Hong Kong est devenue une plaque tournante pour les activités offshore en renminbi et la gestion d'actifs internationaux. C'est aujourd'hui l'un des centres financiers les plus importants et les plus dynamiques du monde. La région s'est imposée comme une ville de développement haut de gamme et à haute valeur ajoutée, favorisant et offrant des opportunités pour les industries d'innovation et de technologie. Au cours du 13e plan quinquennal, Beijing a promis de continuer à soutenir Hong Kong pour consolider son avantage comparatif dans des domaines tels que la finance internationale, le transport maritime et le commerce. Le gouvernement central s'est également engagé à relancer l'économie de Hong Kong en même temps que le développement national. Pendant ce temps, Hong Kong a également lancé diverses initiatives au cours des 5 dernières années pour renforcer ses relations avec la partie continentale de la Chine. Des projets d'infrastructure tels que la liaison ferroviaire express Guangshengang et le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao améliorent encore la connexion entre Hong Kong et la partie continentale de la Chine. Le gouvernement de la RAS a également lancé un programme pour l'emploi des jeunes, encourageant et aidant les jeunes à travailler et à poursuivre leur carrière sur le continent, en particulier dans les villes de la Grande Baie de Guangdong, Hong Kong, Macao. Les responsables déclarent que la commodité géographique renforce non seulement les échanges économiques, mais aussi les liens culturels et politiques, et augmente finalement l'intégration de Hong Kong dans le continent chinois. On va rester en Chine. Les responsables religieux de Xinjiang ont répondu aux allégations de persécution dans la région autonome chinoise. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Urumqi, les officiels ont déclaré que les forces anti-chinoises diffusaient des informations erronées sur les démolitions de mosquées et sur les restrictions concernant la liberté religieuse. Reportage. Quand j'étais enfant, mon grand-père m'a dit que la mosquée était là quand il était petit. Voici la mosquée Est qui a classé vers le Conseil des affaires d'État chinois comme signe national de protection culturelle en 2013. Les officiels locaux disent qu'il y a beaucoup d'autres mosquées comme celle-là au Xinjiang qui ont été protégées et rénovées. La plupart des mosquées du Xinjiang ont été construites dans les années 1980 et 1990 ou même plus tôt et étaient à l'origine des maisons en briques de boue. Certaines d'entre elles étaient très étroites et petites et d'autres étaient dangereuses. En réponse aux allégations de persécution religieuse au Xinjiang, les responsables locaux affirment que les activités religieuses et les lieux de culte sont protégés. Toutes les activités religieuses normales menées par des personnes dans des lieux de culte religieux et chez elles, conformément aux coutumes religieuses telles que la prière, le jeûne et les fêtes religieuses, sont prises en charge par les organisations religieuses et les personnes elles-mêmes et sont protégées par la loi. Le gouvernement local dit qu'il protège les activités religieuses et les croyances au Xinjiang qu'il considère comme normales. Mais il prévient qu'il va sévir contre ceux qu'il considère comme des criminels qui, au nom de l'islam, diffusent des idées extrémistes et se livrent à des activités violentes et terroristes. Les autorités affirment que des mesures seront prises conformément à la loi afin de sauvegarder les moyens de subsistance des populations ainsi que la paix et la stabilité dans la région. ETélé Info 13h, c'est tout pour le compte de ce lundi 15 mars 2021. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision ETélé ou suivez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com, sur Facebook et YouTube. C'est ETélé Bénin tout simplement.